l'électrique dans le monde automobile d'aujourd'hui. Qu'en est-il de cette situation? C'est très sérieux, dis donc. C'est très très sérieux. Mais c'est un sujet très sérieux. C'est un sujet sérieux, sans déconner. Hein. C'est vraiment Personnellement, et je sais que toi aussi c'est la même chose, ça me tient très 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 à cœur cette partie-là, puisque je spoil tout de suite, ça me plaît pas. Ça me plaît pas non plus l'électrique. Enfin, il y a plusieurs points à prendre en compte en réalité. C'est un sujet qui est complexe. Il y a des avantages. Il y a de nombreux avantages. On parle de l'électrique déjà aujourd'hui. C'est quoi l'électrique finalement? Nous aujourd'hui, on la connaît parce qu'on est passionné, mais on va t'expliquer aussi. C'est vulgairement une voiture à pile, C'est rechargeable. En gros, c'est tu prends ton téléphone, tu le décomposes, tu prends la batterie, tu la mets dans la voiture. Et tu as un moteur qui fait avancer la voiture. C'est comme une voiture radio télécommandée finalement, c'est pareil. Ouais. Donc c'est un moteur qui est alimenté par cette fameuse batterie, cette pile rechargeable, ce que tu veux vulgairement, hein, et qui fait avancer une masse de métal. Ça, la masse de métal étant la voiture, si jamais. On préfère préciser. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui, pour la plupart, et comme on connaît l'automobile depuis plusieurs siècles maintenant, c'est un véhicule qui fonctionne avec un carburant. Le carburant, c'était soit de l'essence, du diesel, ou d'autres carburants alternatifs. Quelque chose de liquide. C'est ça, quelque chose de liquide, c'est de l'énergie fossile, on appelle ça comme ça, et c'est de l'énergie qu'on trouve dans la nature, et c'est un business, hein. Enfin, bref, ça c'est pour plus tard. Simplement, on utilise un liquide qu'on va mettre dans un réservoir, et ensuite ce réservoir on va puiser dans ce réservoir pour alimenter le moteur, et pour faire simple, on mélange l'air et l'essence, le tout dans un environnement bien précis, ça brûle, et ça crée de l'énergie. Ça crée de l'énergie et voilà, en fait, en créant de l'énergie, après il y a tout un système pour transmettre l'énergie jusqu'aux roues. On parle de boîte de vitesse, on parle de tous ces éléments-là, qui font qu'au final, ta voiture, elle peut avancer. Voilà. Pour le cas d'un véhicule électrique, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent, même si on garde le même principe de base. On remplace le réservoir par la batterie. Ouais. On remplace le carburant par l'électricité. Et il y a souvent, dans la plupart du temps, ça existe des véhicules électriques avec des boîtes de vitesse, mais la plupart du temps, elles n'en ont pas, elles n'ont qu'un seul rapport. Et le système de transmission est donc beaucoup plus simple qu'un véhicule thermique. C'est ça, parce qu'en plus, un véhicule thermique, typiquement, on ne peut pas faire tourner le moteur à l'envers. Donc, c'est pour ça qu'on a une marche arrière sur les véhicules thermiques, où c'est un rapport qui est complètement différent. Tandis que sur un véhicule électrique, on peut faire tourner dans l'autre sens. Donc on n'a même pas besoin de ce système de boîte de vitesse à proprement parler comme on le connaît ou comme on a déjà pu en entendre parler. Ouais, à l'heure actuelle, il n'y a pas de voiture électrique, boîte manuelle, ou alors c'est des petits constructeurs à côté. C'est ça, il y a quelques petites niches qui existent, notamment des projets de drift par exemple. Ouais. Je pense à un projet d'un énorme constructeur de supercars électriques qui avait justement mis en place un véhicule électrique avec une boîte de vitesse manuelle. C'est plus pour le ressenti, en fait, la nature de la conduite. C'est vraiment pour un côté passionné. Mais de manière générale, c'est des véhicules qui sont en mode automatique pour leur simplicité. C'est un système qui est vachement plus simple que le système thermique, le système électrique. Et c'est d'ailleurs pour ça que les véhicules électriques sont globalement, et ça me fait mal de le dire, mais beaucoup plus fiables qu'un véhicule thermique. En fait, la fiabilité, ça s'établit généralement par le nombre de pièces en mouvement. Ouais. Et sur un véhicule électrique, il y en a presque 10 fois moins, je crois, que sur un véhicule thermique. C'est pour ça que qu'une marque qu'on connaît tous est très très fiable, réputée comme, du moins, qui est Toyota, puisqu'elle n'a pas une boîte de vitesse classique, donc ils ont un système hybride dans lequel la boîte de vitesse est un système de variateur, donc beaucoup moins de pièces en rotation, ils mettent pas de turbo, enfin tous ces éléments potentiellement peuvent créer de la panne, et donc ils les mettent de côté, ils les suppriment, ils gardent que le meilleur, le plus fiable, et c'est pour ça que ce sont des voitures très très fiables. Et ça c'est dans une recherche de fiabilité, c'est propre à certains constructeurs. Donc c'est un gros avantage du véhicule électrique, c'est sa fiabilité. Là, on peut pas l'enlever. C'est quoi d'autre? Ça, c'est aussi le prix. Le prix, en fait, on appelle ça, on utilise un outil généralement pour parler du prix. On appelle ça le TCO, le Total Cost of Ownership, donc le coût total de possession du véhicule. Pour faire simple, c'est un coût total qui est utilisé. J'ai travaillé dans l'automobile et j'ai travaillé en tant que vendeur. C'est un outil que j'utilisais beaucoup. Et ça définit tout simplement la quantité d'argent qu'on met à la fin, c'est-à-dire le prix de la voiture ou d'un loyer, si jamais c'est une location, le prix de l'entretien et le prix de la consommation. Sur un véhicule électrique, la consommation et l'entretien sont bien moins chers que sur un véhicule thermique. Au point que même si un véhicule électrique coûte plus cher à l'achat, ce qu'on voit partout, on voit généralement des hausses de 6 à 7 000 euros entre deux modèles thermiques et électriques,
Malgré ça, à la consommation et à l'utilisation du véhicule, même avec l'assurance aussi également, c'est un autre élément. Exactement. Au final, on revient sur un seuil d'égalité, voire moins cher sur le véhicule électrique. Et si je peux appuyer ton propos avec un exemple, je connais un taxi qui roule en Tesla. Et donc véhicule électrique. Sa Tesla, elle a actuellement 140 000 km et il n'a toujours pas changé les plaquettes. Pourquoi ? Puisque on appelle ça le frein régénératif. Oui, c'est ça. Donc, lorsque vous accélérez sur un véhicule thermique, donc l'énergie arrive dans le moteur et donc fait tourner les roues, ça fait avancer la voiture. Quand vous levez le pied de l'accélérateur, vous devez connaître le frein moteur. Donc, il va venir freiner votre véhicule, mais pas de là à avoir un gros coup de frein. C'est ça. En revanche, sur un véhicule électrique, vous pouvez paramétrer ce freinage qui va lui aussi permettre de régénérer un peu d'énergie. Donc encore un autre avantage de l'électrique, c'est vrai par rapport au moteur thermique, c'est qu'on peut produire un peu d'autonomie nous-mêmes avec ce freinage régénératif. C'est ça. En fait, sur les véhicules électriques, on a le principe de moteur qui va fonctionner dans un sens, mais quand on va les freiner, ça va fonctionner comme une éolienne. On va récupérer de l'énergie avec la rotation en freinant le mouvement du véhicule, pour simplifier très grossièrement. Et sans toucher aux plaquettes de frein. C'est ça. Et de là aussi vient l'intérêt des véhicules hybrides. On parlait de Toyota tout à l'heure. Ouais. Les véhicules hybrides ont cette capacité donc à utiliser à la fois l'énergie électrique et l'énergie thermique pour faire avancer le véhicule. Mais au moment du freinage, la grande majorité du freinage, elle se fait aussi grâce au moteur électrique. En fait, ça suit le même principe, que ce soit le véhicule 100% électrique ou le véhicule hybride. Un véhicule électrique, en grande théorie, pourrait rouler à l'infini s'il avait tout le temps des descentes d'1 kilomètre, puis après ça revenait sur du plat, 1 kilomètre, ça revenait sur du plat. C'est ça, en fait, tu peux récupérer de l'énergie, on va dire presque à l'infini. Il y a un autre point aussi à prendre en compte sur le véhicule électrique, par contre, c'est les pertes que tu as. Ça, c'est le cas dans tout type de véhicule, peu importe que ce soit en thermique ou en électrique. Mais le rendement est meilleur. Sur un électrique qu'un thermique. Un thermique, le rendement est pourri. C'est pour ça que votre moteur, il chauffe énormément. C'est des pertes de chaleur au final. C'est ça, en fait, toutes les pertes que c'est ça, c'est les pertes d'énergie, ça se transforme en chaleur. C'est pour ça qu'on a besoin de radiateurs et tout ce genre de système-là sur des véhicules classiques. Les véhicules thermiques aujourd'hui qui sont capables d'être le plus efficients, c'est des véhicules de compétition. On parle de Formule 1. Les Formule 1 qui sont capables d'être à 50% d'efficacité énergétique. Exactement. Pour faire simple, il y a la moitié du carburant qui sert, l'autre moitié c'est de la perte thermique. Et sur les moteurs électriques, on est plus proche des 90%. Mais après, c'est par rapport au bloc moteur. Il y a toujours des pertes avec la résistance au vent. C'est pour ça que c'est un gros sujet sur les véhicules électriques. Les pneus également. On a des pneus à faible résistance de frottement en fait, sur la route. Ouais. Il y a tout un tas d'énergie qui rentre en compte. On ne va pas rentrer au plus profond que ça dans le sujet. Simplement, on a ces différences entre le véhicule thermique et électrique. Et les véhicules électriques aujourd'hui s'inscrivent de plus en plus dans notre monde pour beaucoup de raisons. Elles s'inscrivent tant sur le plan des véhicules de tous les jours, donc on peut le voir on a évoqué les véhicules hybrides, les véhicules électriques, mais également aussi en compétition. On regarde, j'ai évoqué la Formule 1 il y a quelques instants. Qui a son équivalent, c'est ça. La Formule I, donc Formule E en français. Bon, pour l'instant, ça fait quelques années quand même qu'elle existe, ça fait plus de 10 ans, ça fait 10-15 ans. Ça fait plus de 10 ans que ça existe, hein. Ça fait, je crois que c'était 2013 ou 2015, peu importe. Ça fait une dizaine d'années que ça existe. Mais elle a toujours pas trouvé le cœur des passionnés automobiles qui, eux, restent attachés à un véhicule qui est thermique, qui produit du bruit, de l'odeur et plus de sensations, et plus d'émotions, c'est ça. C'est ça qui est créé en fait avec des véhicules qui sont plaisir, et c'est pour ça qu'on parle de passion. Ça renvoie de l'émotion sur un certain type de véhicule. La formule des formules électriques, je prends cet exemple-là, qui s'améliore de plus en plus, mais on a quand même des points de limite qui sont souvent techniques, et également ce côté passionné, où les passionnés sont généralement ceux qui donnent le plus d'eux, ceux qui vont aussi investir le plus dans certains points, dans certaines représentations. Aujourd'hui, sur le véhicule électrique, c'est plus limité. Mais il y a de certaines utilisations qu'on peut faire justement grâce au véhicule électrique qu'on ne peut pas faire avec le thermique. Pareil, là on reste sur de la technique, mais sur l'inscription aussi en véhicule électrifié, pas seulement électrique, on parle de véhicules hybrides aussi, ça c'est de plus en plus dans le monde du sport automobile. Donc, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais mon avis est qu'en véhicule de compétition, on voit de plus en plus de carburant, donc de véhicules thermiques propres,
le monde d'aujourd'hui fait qu'on ne peut pas forcément le commercialiser sur les véhicules d'aujourd'hui. Mais ce que j'aime dans la compétition, c'est qu'on peut mêler le meilleur de tous les mondes. Je pense en catégorie WEC, donc un championnat du monde d'endurance, on retrouve des véhicules qui mêlent l'électrique et le thermique au sein de la même voiture. Donc une voiture qui fonctionne à l'énergie donc combustible, donc l'essence sans plomb, mais de compétition, et également avec l'électrique qui vient suppléer ce moteur thermique dans les phases d'accélération pour doubler par exemple. Ça, je pense que tu peux un peu plus détailler. Bah ouais, en fait il y a des modes d'utilisation de batterie. On parle des modes overtake, donc des modes de dépassement qui sont beaucoup utilisés, que ce soit en Formule 1, que ce soit en mode électrique, dans le monde de l'endurance, pardon, excusez-moi, je vous vois qui tu vois, peu importe, c'est des modes qui sont utilisés. Après, bon, c'est pas à confondre non plus, pareil, ça c'est plus de la technique. Il ne s'agit pas d'un bouton boost sur lequel on appuie. C'est plus un booston qui va faire que la voiture ne récupère pas de l'énergie. C'est mis dans l'autre sens. Mais pour faire simple, c'est un bouton sur lequel on appuie pour dépasser. Ça va continuer à apporter de l'énergie en plus pour dépasser un autre véhicule sur la piste. Ça, au lieu d'avoir, par exemple sur une Formule 1, au lieu d'avoir 800 chevaux, bah, tu auras 1000 chevaux. Donc, tu rajoutes 200 chevaux d'un coup en plus. C'est pas négligeable. Et c'est pour ça qu'on voit ces grandes différences de vitesse entre les deux véhicules. C'est des modes qui sont beaucoup utilisés et c'est pas les seules disciplines à s'en servir. Hein. Le WEC, donc le championnat du monde d'endurance, s'en sert sur certains types de véhicules. Pareil, parce qu'il y a 2 catégories, mais il y a plusieurs catégories qui existent dans cette discipline-là. Mais il y a des hypercars, c'est cette catégorie-là qui est concernée, où l'électricité est utilisée pour sortir des stands. Donc c'est-à-dire que de 0 à 80, il n'y a pas de moteur thermique. Le moteur thermique se met en route juste après. Et aussi, on a en fait, c'est à partir d'un certain kilomètre/heure, en fait, une certaine vitesse finalement, auquel ils sont autorisés à déclencher la puissance pour éviter que les véhicules hybrides soient trop avantagés comparés aux véhicules 100% thermiques, parce que c'est 2 véhicules qui concourent ensemble sur la même catégorie. Quoi qu'il en soit, on a ces petits écarts. On a ces petits écarts-là. Mais en fonction du type de catégorie, l'électrification est utilisée d'une certaine manière. C'est utilisé très Moi, différemment. personnellement, en Formule 1, quand on a vu l'arrivée de la micro-hybridation, l'hybridation, je n'ai pas accueilli ça de manière négative. Je me suis dit, tiens, c'est une nouvelle manière d'apporter un peu de piment au sport et de jouer justement sur cette partie-là, l'électrification, pour se différencier d'une autre écurie. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Ça a été apporté, mais ça a été apporté de manière générale. Au début, ça a été apporté sur les moteurs qui étaient V8 avec un système de KERS, on appelait ça, donc Kinetic Energy Recovering System, donc un système de récupération d'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est le freinage. En gros, c'est comme ce qu'on disait précédemment, c'est au frein qu'on récupère l'énergie. Et après, c'était pour redéployer cette énergie, pour donner un boost de puissance. Et là, c'était vraiment le cas d'un boost de puissance pour dépasser. C'était comme ça que ça a été apporté, pas obligatoire pour tout le monde, mais à partir de 2014, on a eu cette réglementation hybride en Formule 1 où c'est devenu un système obligatoire. Ça a beaucoup fait parler en mauvais, pas par rapport à l'électrification, mais plutôt par rapport au moteur qui était utilisé. On est passé de V8 à V6. C'est une grande trahison et encore, c'est grâce à Ferrari qu'on n'est pas passé aux 4 cylindres. Ça, c'est une histoire d'ailleurs. Normalement, la Formule 1 devait passer aux 4 cylindres. Mais Ferrari a mis son veto en disant si ça passe aux 4 cylindres, on n'est plus ici. Ah bah Ferrari c'est un peu une vitrine pour la Formule 1. Si la Formule 1 sans Ferrari, ça fonctionne pas. Et Ferrari a toujours fait des moteurs qui étaient en 12 cylindres. Ils sont passés ensuite aux 8 cylindres dans les années... Ils ont fait des V10 ? Ah je croyais que tu parlais en Formule 1. Non, je parle de Ferrari en route, qui sont passés au V8, après, avec la F40. Ouais, V8 biturbo, même avant. Ah, il y avait même avant, mais aux années 80. Voilà, dans les années 80. Et après, aujourd'hui, on connaît les V6 hybrides. Ils vendent ça aussi en tant que technologie laboratoire de Formule 1 sur la 296 GTB et même la spéciale là, qui est sortie récemment, qui est absolument magnifique. Mais tout ça pour dire aussi que ça se développe en sport automobile également pour implémenter dans les véhicules de tous les jours. Le fameux KERS dont tu parlais tout à l'heure, il y a un véhicule qui en est équipé où il y a marqué exactement KERS sur le volant qui date de 2013, qui est la McLaren P1. McLaren qui était en 2013 une écurie de Formule 1. Je l'ai toujours d'ailleurs. Mais je sais plus si en 2013 c'était McLaren, Mercedes. Non, c'était en 2008 ça. Oui, c'était Mercedes, McLaren et après une fois que Mercedes est arrivé en 2011. 2010 pardon, en 2010 quand ils sont revenus, McLaren a perdu ce titre Mercedes-McLaren
Parce que même s'ils utilisaient les moteurs Mercedes en compétition, pareil, là on rentre dans le détail, mais ils n'avaient plus ce titre-là parce que il y avait déjà l'écurie Mercedes de l'autre côté et ça ferait pas sens d'avoir deux noms sur deux écuries différentes. Donc ça c'est sur ce point-là. Donc oui, il y a l'utilisation en Formule 1, en endurance, on l'a aussi en rallye. D'ailleurs, en championnat du monde des rallyes, mais beaucoup moins quand même. Beaucoup moins. Soit en hybridation du moins. C'est un système full hybride. En fait, c'est simple, c'est de l'utilisation électrique constante. C'est pas comme ça se rapproche un peu de la Formule 1 du coup, au niveau du mode de fonctionnement. En fait, c'est une assistance électrique en plus. Et même si on perd les véhicules qu'on avait avant, c'est-à-dire les Audi Quattro, ce genre de véhicules qui vraiment respiraient la passion. L'âme du rallye est un peu morte selon moi. Elle est un peu morte dans ce sens-là, mais d'un autre côté, en tant que passionné, et nous aussi, on a ce côté un petit peu technique, parce qu'on a fait des études qui étaient plus orientées techniques chacun de notre côté, c'est là où on s'est connus, mais on a cette âme qui est quand même assez orientée pour les performances également. Aujourd'hui, sur les voitures de WRC, donc du championnat du monde des rallyes, on n'a jamais eu des voitures qui sont aussi efficaces. On met un véhicule de WRC moderne à côté d'une 205 Turbo 16 par exemple, une Peugeot 205 Turbo 16, c'est le jour et la nuit, c'est deux voitures complètement différentes et t'en as une qui se fait fumer par rapport à l'autre, alors que pour autant en termes de chevaux, et cette amélioration est nettement visible également sur les véhicules de route. On n'a jamais eu des véhicules aussi puissants que depuis ces dernières années. On sait faire des véhicules thermiques puissants avec une certaine limite et parce qu'il y a aussi énormément de normes qui obligent à ne pas dépasser une certaine limite, surtout en Europe et en France. Oui. Or, les véhicules électriques, de par le fait qu'ils ne polluent pas à l'instant T où on les utilise, on peut se permettre d'avoir des puissances mais démesurées pour le véhicule, sans pour autant avoir aucun malus écologique. Typiquement, on a retrouvé les records récents qu'on a pu avoir sur la Yangwang U9, c'est ça, c'est qui bat une Bugatti. Qui en vitesse de pointe arrive à battre la recordman des vitesses de pointe, c'est-à-dire la Bugatti Chiron Super Sport 300+, je crois que ça s'appelle, un nom à rallonge pour dire qu'elle va à plus de 300 miles par heure, ce qui revient à 490 km/h à peu près. Ouais, c'est ça. Elle a été à 496, la chinoise. Et c'est ça en fait, mais c'est un véhicule qui fait 3000 chevaux. On parle de 3000 chevaux. Là, moi par exemple, je prends l'exemple de ma voiture qui est une Peugeot 206 Plus, avec un petit moteur essence 4 cylindres, elle fait 60 chevaux. On parle d'un véhicule qui est 50 fois, 500 fois. Mais qui est surtout censé aller sur la route. C'est ça, un véhicule qui est routier. On parle pas d'un dragster, on parle pas d'un véhicule de compétition, on parle d'un véhicule routier. Et ces puissances démesurées qu'on voit de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui de l'automobile, c'est dû à ces électrifications, soit en 100% électrique ou en hybride, qui arrivent en masse sur nos secteurs automobiles. Et pourquoi est-ce qu'ils arrivent en masse ? Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est pour les normes de pollution. Aujourd'hui, un constructeur automobile a certaines normes à respecter en termes de pollution. C'est-à-dire qu'il ne peut pas polluer comme il veut. Sinon, en fait, après, il y a des pénalités, des sanctions qui sont généralement financières. Je pense, des marques très exclusives comme Koenigsegg, comme Pagani. Ça, c'est des marques qui, avec leur petite production, peuvent se permettre d'acheter des crédits à droite à gauche parce qu'il y a un système de crédit aussi écologique. Et, contrairement aux grosses marques de véhicules qui en produisent des millions chaque année, oui, là, je comprends qu'on peut leur imposer ça. Puisque quand tu vas retrouver... 1000 Peugeot au kilomètre carré dans une ville, forcément, il faut que tu fasses attention à ta consommation et surtout à ta pollution produite en ville, puisque c'est là où tu retrouves le plus d'habitants. Il ne faut pas qu'ils respirent trop de gaz toxiques non plus, etc. Pour les sanctions économiques, en fait, ça se base principalement sur En fait, c'est par véhicule. En fait, les sanctions économiques se font par gramme de CO2 au-dessus de la limite et par véhicule. Et c'est pour ça que sur ces grosses séries-là, prend des Peugeot, Renault, Citroën, tous ces véhicules-là qui subissent une grosse hybridation et pour certains aussi d'électrification en masse. On prend les gammes Peugeot et Citroën qui ont beaucoup évolué dans ce sens-là, Renault également, toutes les grosses marques finalement qu'on retrouve dans le monde de l'automobile. C'est pour ça que tout le monde fait cette transition-là. Ça a un but économique derrière. Les raisons officielles qui nous sont données en réalité, on parle plus d'écologie, attention à l'environnement, oh là là, ça va être la fin du monde, le réchauffement climatique et tout. C'est pas vrai. Pareil pour une transition industrielle, une évolution. Avec un exemple tout simple, je peux prouver que c'est pas question écologique. C'est pourquoi on taxe du coup les véhicules qui font plus d'un certain poids.
Parce que, en fait, ces véhicules qui font un certain poids utilisent plus d'énergie, tu te rends compte? Ça utilise plus d'énergie pour se déplacer. ça reste un véhicule propre, hein, mais ça consomme plus d'énergie. Et oui, un véhicule électrique, donc on vous l'a dit pour les raisons officielles qu'on nous présente, oui, c'est pour l'écologie, etc. Mais au final, tous les éléments dont on vous a parlé au tout début qui constituent un véhicule électrique, à savoir notamment les batteries, comment on les produit. Et ça, c'est un grand mystère pour beaucoup d'utilisateurs de véhicules électriques qui se disent bah, moi, je pollue pas. Oui, tu pollues pas à l'instant T où tu utilises la voiture. En revanche, quand elle est sortie d'usine, la voiture, j'avais fait une étude quand j'étais en études supérieures où j'avais trouvé l'information qui disait qu'un véhicule électrique, du moins construit il y a 4-5 ans, avait déjà pollué plus qu'un véhicule diesel en 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 10 ans d'utilisation d'un véhicule diesel pollue autant qu'un véhicule électrique à sa sortie. Donc au final, il devient rentable écologiquement qu'au bout de 10 ou 15 ans d'existence en réalité. Et en fait, c'est ça, c'est ces composants qui sont utilisés. On parle des batteries au lithium, on parle des moteurs aussi électriques. Tous ces composants-là utilisent des métaux, on appelle des métaux rares. Et il y a une grande transformation aussi dans le milieu de l'électrique pour changer la composition des batteries. Ouais. On parle de batteries lithium fer phosphate qui sont utilisées alors qu'avant on avait des batteries avec du cobalt. Les batteries haute performance sont faites avec du cobalt. C'est des métaux extrêmement rares qu'on extrait souvent en Afrique du Sud et qui sont, enfin pas le pays, je parle de la région sud de l'Afrique et qui sont, déjà c'est des mines qui sont dans des états terribles. Sur le plan humain, éthique, c'est pas... Conditions de travail et surtout, on parlait pollution. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de ces chantiers-là. Il y a énormément d'énormes machines de chantier donc qui polluent mais de manière stratosphérique. Ça rejoint un autre point après. Ça rejoint le fait que le domaine qui pollue le plus aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire celui qui émet le plus de CO2 dans notre planète, c'est pas l'industrie automobile, c'est l'industrie de la construction. Ouais. C'est l'industrie qui pollue le plus, qui rejette le plus de CO2 aujourd'hui. Et on a cette transition qui est faite sur les véhicules de monsieur et madame tout le monde, et principalement dans les pays développés. On retrouve toujours des véhicules qui sont extrêmement polluants dans des régions un peu moins développées du monde, et où il y a des normes différentes. Tu prends aux États-Unis, qui ont des normes de pollution qui sont un peu arbitraires, qui dépendent de la taille. Ouais, les pick-up sont immenses là-bas, c'est-à-dire qu'au plus ils polluent, au plus ils doivent être grands pour pas avoir de pénalité. C'est extrêmement bête. Rapport taille-pollution. C'est ça, rapport taille-poids et pollution. Ouais. C'est extrêmement ridicule. C'est pas la manière la plus efficiente de le faire, mais pour vous mettre ça en tête, et pour te mettre ça en tête surtout, les changements qu'on a aujourd'hui dans le monde de l'automobile vers cette transition dite écologique, ça a pour but politique et économique. C'est ce qu'il y a derrière. Le but, c'est de pénaliser, on va dire, les constructeurs qui ont un certain mode traditionnel de fonctionnement. Et il y a aussi, après, un côté un peu théorie du complot, mais qui peut se rapprocher de la réalité. Aujourd'hui, un véhicule électrique, t'as pas envie qu'il démarre, il démarre pas. Il n'y a pas de moyen détourné pour faire démarrer le véhicule. Si un constructeur a la main mise sur ton véhicule, je pense aux constructeurs comme Tesla, s'il décide que tu ne démarres pas, si un serveur décide que tu ne démarres pas, tu ne démarres pas. Petit exemple, vous voulez aller chez Tesla, vous voulez essayer une voiture, et bien eux avec leur logiciel ils vont dire ok allez-y, entrez dedans. Et j'ai un exemple typique d'un ami à moi qui a essayé la dernière modèle S pleine, donc vous savez 1020 chevaux, etc. Il l'a essayé et la dame lui a dit bah allez-y, partez, mais il n'y a pas de clé. Non, il n'y a pas de clé. Et donc il fait son petit essai, ses accélérations. Et d'ailleurs, petit détail, la voiture, ils peuvent la brider aussi à distance, 140 km/h. Et ça lui a tellement donné la gerbe, parce que forcément c'est ultra rapide, qu'il a dû s'arrêter, sortir de la voiture. Et au moment de rentrer, elle a été verrouillée. Parce qu'il y avait un système de sécurité comme quoi tu peux pas rentrer, ressortir autant que tu veux. Et à distance, la dame de Tesla, elle a remis en route la voiture et il est rentré avec. Et là tu te dis, attends mais moi j'achète une voiture qui peut être contrôlée à distance, genre eux ils peuvent la sortir du garage quand ils veulent. C'est ça qu'on voit aujourd'hui même dans les usines Tesla. C'est dans les usines Tesla, les véhicules qui sortent de production vont se garer tout seuls sur un parking. Et faut pas voir ça dans le mauvais sens parce que ça a des intérêts en fait en termes de production, d'industrialisation, d'automatisation. C'est là où c'est intéressant parce que
Ça limite des coûts, ça limite aussi des emplois, enfin bref, c'est plus intéressant pour une société de développer ça. Mais d'un autre côté, nous en tant que consommateurs, c'est extrêmement, enfin ça nous freine énormément. Aujourd'hui, moi je parlais de ma 206, je veux la démarrer, je mets un tour de clé et se barre, c'est fini. Il n'y a pas à parler, il n'y a pas d'autorisation à droite à gauche, en haut en bas, tu as juste besoin qu'il y ait du carburant et que la batterie 12 volts elle soit chargée. Au final, tu l'achètes, ta voiture, et elle t'appartient, et elle ne dépend que de toi. C'est ça. Si tu achètes des véhicules électrifiés, connectés, même modernes de manière générale, parce que tous les véhicules modernes sont connectés aujourd'hui, eh bien tu dépends de quelqu'un. c'est ça. Mais principalement, il y a des bypass qui existent sur les moteurs thermiques et sur les moteurs hybrides, mais sur les moteurs 100% électriques, les bypass sont beaucoup plus compliqués à accéder. Il y a des risques d'électrocution. Ouais. Et c'est un peu ce côté théorie du complot, mais on n'est pas loin de cette vérité-là. Si jamais on est dans un système de contrôle extrême, comme on peut voir aujourd'hui qui se développe en Grande-Bretagne, ou même de manière générale dans tout le monde de l'Occident, si demain t'as fait une connerie, ou même pas que t'as fait une connerie, juste que t'as un avis un peu divers de la on peut tout bloquer. On peut tout bloquer. On bloque ta voiture, on bloque tout. Déjà qu'on bloque tes comptes en banque et tout, en plus on bloque ta voiture. C'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose, c'est un futur dystopique qui fait extrêmement peur. C'est dystopique ou utopique? Pique. Ouais, dystopique. Quoi qu'il arrive, si on revient un peu plus sur le centre assez global des véhicules électriques, il y a aussi un autre sujet non dévoilé, c'est que, comme on vous le disait au début de la vidéo, les véhicules électriques sont simples à mettre en fonctionnement, donc il y a très peu d'éléments, et donc à la production aussi, c'est beaucoup plus simple. C'est ça. Ça retire des emplois. Ça retire des emplois. Celui qui va faire la boîte de vitesse, qui va usiner les pignons, qui va mettre en place les machines d'usinage, etc. Il y en a beaucoup moins. Donc il y a aussi sur ce point-là, ça me dérange. C'est un côté éthique en fait, en réalité, c'est que ça supprime beaucoup d'emplois. Après, il faut vivre avec son temps également. Il y a une grande majorité des travaux des emplois qui existent aujourd'hui et qui vont être amenés à disparaître d'ici quelques années. Aujourd'hui, c'est comme ça que le monde va fonctionner. On a des images qui étaient assez particulières. Il me semble que c'était une usine BYD en Chine. Si je dis pas de bêtises, une usine, ils l'ont appelée, je crois, Blackout, un truc comme ça. Ouais, pas la lumière dans l'usine parce que c'était que des robots qui assemblaient les véhicules. En fait, on est déjà dans cette ère-là. On n'est plus dans les films de science-fiction style iRobot comme il y a eu dans le passé, dans les années 2000-2010. C'est plus le futur, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et les véhicules électriques permettent ça, l'électrification de manière générale permet ça, le développement des technologies permet ça également. Parce que si on était resté aux véhicules thermiques, qui nécessitent quand même un savoir-faire humain, on n'aurait pas pu avoir toute cette mise en place de production autonome comme Mathéo vient de le citer pour l'usine BYD. C'est ça. Et après, sur le savoir-faire humain, il est toujours présent dans la R&D, la recherche et développement, dans l'ingénierie qu'il y a derrière. Même si les ingénieurs aujourd'hui, assez bien placés pour le savoir, sont pas mal assistés par des outils d'intelligence artificielle ou même des outils automatisés tout court en réalité. Aujourd'hui, souvent les ingénieurs, ils travaillent pas forcément sur les tâches concrètes, mais au moyen d'automatiser ces tâches concrètes. C'est ça. Et c'est limite ça qui est le plus demandé aujourd'hui, c'est d'automatiser des tâches. C'est de faire en sorte qu'une machine puisse le faire par la suite. Donc en fait, on fait des tâches pour nous remplacer par la suite. C'est un peu particulier, encore une fois. On n'est pas là pour parler que de ça, mais c'est un élément à prendre en compte dans tout ce monde de l'automobile et de l'électrique dans l'automobile. Ouais, mais ça rejoint tout ça. Surtout que l'élément déclencheur pour moi a été le véhicule électrique. Pour moi, c'est ça. C'est l'élément déclencheur, c'est le fait que le véhicule électrique soit arrivé sur le marché. Ça a déclenché la conduite autonome, donc tout ce qui vient derrière aussi. La direction assistée électroniquement, tout ça, c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. Toutes les directions étaient assistées de manière hydraulique avant. Et c'est à l'arrivée en fait de toute cette électrification en masse qui a certes permis de simplifier énormément de choses. Aujourd'hui, on est capable de produire une voiture tout court avec bien moins de moyens qu'avant. Malgré ça, les voitures sont plus chères, ça c'est un autre sujet. Mais on est capable de faire tout ça de manière plus simple. Ça a des avantages. Mais il faut voir l'image dans son entièreté. On ne parle pas seulement de toi qui achètes un véhicule électrique. Il y a quelque chose derrière. Il y a l'énergie qu'il y a derrière. Il y a les moyens qui sont mis en place, les infrastructures. Il y a le côté économique également.
Il y a plein de choses à prendre en compte dans ce milieu de l'automobile et surtout ce déclenchement électrique du milieu de l'automobile, cette automatisation, tout ce qu'il y a derrière. Et on est là aussi pour parler de ça aujourd'hui. Voilà, Donc c'est un nouveau monde qui se met en place au final. c'est ça. Et donc on s'est dit aussi qu'il faut pouvoir s'adapter à ce nouveau monde, puisque j'ai une petite info que j'ai étudiée en cours, c'est qu'en 2050, on aura 80% des emplois qui sont présents en 2050 ne sont pas encore créés aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu te mettes dans l'idée qu'il faut te renouveler, Il faut vivre avec son temps. il faut vivre avec son temps et cibler les nouvelles opportunités. Donc là, on te présente le véhicule électrique, le milieu d'aujourd'hui qui va vite, très rapidement changer et sur quoi tu peux t'orienter pour investir, C'est ça, pour avoir des nouvelles idées du futur. Il y a beaucoup d'idées à avoir. Comme là, tu as évoqué les boulots. En effet, par exemple, c'est des business qui n'existent pas encore. C'est tout un tas de choses qui n'existent pas encore. Ouais. Aujourd'hui, si on veut capitaliser sur l'électrique, là, à date d'aujourd'hui, je parle vraiment d'aujourd'hui parce que je suis à peu près sûr que dans un an, ce qu'on est en train de dire sera largement changé. Je pense pas qu'il y aura un revirement de situation. Hein. Mais ça va évoluer. De toute façon, on vit dans un monde qui est en perpétuelle évolution. On est loin du monde de nos parents et nos grands-parents qui étaient assez stagnants finalement, où voilà, tu faisais le même boulot toute ta vie et tu posais pas de questions. On est loin de ça aujourd'hui. On a besoin de changement et on a besoin de faire ce changement parce que si on n'est pas acteur de ce changement, on le subit et après on se fait rattraper. C'est la fin. Et il y a déjà des gens qui l'ont déjà compris. Hein. Je pense au créateur de, je sais pas si tu vas deviner, c'est une célèbre supercar 100% électrique qui s'est associé récemment à Bugatti par exemple. Par exemple. Monsieur Rimac, Maté Rimac. Exactement. Qui a été pionnier et qui avait acheté une vieille BMW et qui avait mis des moteurs électriques dedans pour drifter, pour faire ce qu'on appelle de la glisse, c'est de la glisse contrôlée du drift. Et c'est une passion aussi automobile, pareil, on est sur autre chose. On pourra en parler dans le futur, mais quoi qu'il en soit, lui, il avait tout compris avant l'heure et il a fabriqué ses propres batteries, donc une technologie bien avancée par rapport à tout ce qu'il y avait à l'époque. Et aujourd'hui, il est fournisseur de la plupart des supercars. Il fournit Ferrari en moteur électrique, il fournit Aston Martin, il fournit énormément de grosses marques parce qu'il a été pionnier sur ce secteur. Et ça, c'est le cas de pas mal de marques aujourd'hui, mais il faut prendre le virage avant tout le monde. C'est le même principe qu'en course automobile finalement. Le premier à prendre le premier virage, c'est le premier qui est devant, quoi. C'est aussi simple que ça. Ça, c'était très très beau ça. Mais tu vois, pas forcément sur des énormes projets comme ça, parce que mettre en place c'est énorme. À ta petite échelle, toi, tu peux investir dans les énergies, parce que finalement, dans le milieu automobile, les véhicules électrique fonctionne avec l'énergie et comment tu produis l'énergie, etc. Ça, l'infrastructure n'est pas encore assez développée pour que toute la planète entière roule avec des véhicules électriques. Mais les acteurs de l'énergie, je pense à des Total, à des Eni, à des Engie par exemple en France, ou si on prend des secteurs internationaux, on a d'autres producteurs d'énergie, je n'ai pas d'exemple particulier en tête, mais quoi qu'il en soit, il y a ces infrastructures qui ne suivent pas. Aujourd'hui, elles doivent être alimentées et investir, par exemple, en bourse ou sur des ETF, si jamais on est familier avec ça. Mettre ces positionnements à certains endroits, parce qu'on sait que c'est des milieux qui vont prendre en ampleur, qui vont énormément se développer, et en se développant, leur valeur va augmenter. Et c'est là où c'est intelligent d'investir, par exemple. Et je vois pas dans le milieu actuel du monde comment ça peut évoluer différemment que vers le fait que les énergies vont grandir de manière exponentielle. En fait, l'énergie, c'est la nouvelle mine d'or de l'économie. Pendant un certain temps, c'était l'IA, et l'IA est toujours une grosse partie, mais elle va suivre une courbe qui est, même si elle va être exponentielle en développement, en termes de développement économique, par contre, on va être sur une évolution qui sera un petit peu près linéaire. Mais l'infrastructure énergétique aujourd'hui avait de l'avance. Là, elle est pile poil, mais elle va devoir se redévelopper énormément. On a des énormes groupes de capitaux financiers. Je pense à BlackRock, je pense à Vanguard, qui ont fait des investissements là dans les dernières semaines à plusieurs centaines de millions de dollars dans l'énergie. Et ce genre de gros capitaux financiers, c'est eux qui généralement chapeautent un peu les mouvements sur les marchés financiers. S'ils font ce genre de mouvement, c'est pas un hasard. Et on sait que ça va se développer, ça va finir par se développer et c'est obligé de se développer. Le seul problème aujourd'hui auquel nous on fait face, c'est est-ce que toi tu es préparé à capitaliser là-dessus ? Est-ce que tu es prêt à avoir des idées qui vont être révolutionnaires
pour en bénéficier. Aujourd'hui, le plus important à retenir, et c'est pour ça aussi qu'on a cette discussion avec toi, et qu'on l'a entre nous, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour en gagner le plus possible et avoir cette avance-là. D'être en avance, tout simplement. C'est analyser la situation d'aujourd'hui et se dire, ok, vers quoi elle va converger, on va réinventer demain. Comment je peux faire pour m'y préparer. Donc de manière assez passive, tu fais des petits investissements, ça. Mais ça, ou alors créer tes propres business. On avait vu un exemple de, je crois que c'était Carwa, ouais, exactement. Où des youtubeurs anglais, enfin c'est une chaîne YouTube anglaise qui font des tests de véhicules. Ouais. Et lors de tests de véhicules électriques. C'est ça, donc ils comparaient plusieurs véhicules électriques berlines. Donc par exemple, je me rappelle d'une Porsche Taycan, donc une Porsche 100% électrique, tester l'autonomie maximum. Et ils sont arrivés à 0 km, donc à l'arrêt total. Sauf qu'ils étaient dans une ville où il n'y avait pas de station de recharge. Ce qui est aussi un sujet sur les véhicules automobiles électriques, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. Et donc, le réseau n'est pas assez développé aujourd'hui. Et donc, dans cette vidéo, on a constaté qu'il y avait quelqu'un qui avait créé un petit business où il assistait les véhicules en panne électrique. Donc, il venait avec son petit camion, sa petite station de recharge, si je puis dire. C'est ça. C'est un domaine qui existait déjà, mais pour les véhicules thermiques dans les pays avec pas mal de niveaux de vie. Je pense à Dubaï, je pense à Dakar, je pense à Doha. Enfin, c'est une ville d'Arabie Saoudite où on avait des camions en fait ou des pick-up qui avaient des cuves à essence et qui venaient simplement faire le plein chez toi, donc à domicile. Ça avait son intérêt. Mais là, l'intérêt qu'il y a eu en plus sur les véhicules électriques, c'est qu'on a eu à la fois cette recharge à domicile qui est disponible et on a également la recharge d'urgence en quelque sorte où si tu es arrêté sur le bord de la route et que t'as pas une borne de recharge à côté de toi, plutôt que de te faire remorquer, on arrive avec un camion avec une grosse batterie dedans, savoir comme une grosse batterie de véhicule, et on vient te recharger, on va dire, je sais pas, 50% de ta batterie, et après tu peux reprendre ta route. Mais chose qui n'était pas forcément facile à faire à l'époque, puisque les deux sources d'énergie dont on parle depuis le début de la vidéo, donc à savoir le carburant, donc liquide, et l'électricité, sont deux choses complètement différentes et à transporter également. L'une est beaucoup plus facile que l'autre. Franchement, un bidon, une jerrycan d'essence, c'est de l'énergie facilement transportable. Alors que tu prends un système électrique, tu as tout un système de sécurité qui doit venir avec. Donc, je comprends pourquoi c'est pas un business qui arrivait avant, notamment parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de véhicules électriques non plus. Il n'y avait pas assez de demande. Il y a ces principes d'offre et de demande, c'est aussi simple que ça. Non, mais il y a plein de petites idées comme ça, ou alors, tu vois, les stations téléphoniques d'urgence sur les bords des autoroutes, pourquoi pas mettre une borne avec, si jamais tu es en panne. Tu sais, c'est un point de relais pour éviter que les gens se rechargent aussi dessus. Ça serait un autre problème. Mais disons que tous ces moyens-là à mettre en place, bon après il faut être Vinci pour mettre en place des choses sur l'autoroute ou APRR ou ce genre de société, je parle en France. Mais il y a des filons à exploiter aujourd'hui. Il faut juste savoir lesquels et comment les exploiter. On peut partir avec un gros capital comme on peut partir avec moins de moyens. Nous, on réfléchit aussi à ça parce qu'on est assez familier avec le domaine de l'automobile. Nous, on serait les premiers à mettre des idées en place. Mais pour ça, il faut qu'on en ait. Et ça, c'est des discussions qu'on a entre nous. Oui, mais malheureusement, c'est ceux qui ont le plus de pouvoir dans ce monde qui décident de... les riches deviennent plus riches voilà. Et les pauvres deviennent plus pauvres. Exactement. C'est le chemin de la vie, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais bien finir cette petite vidéo en parlant de toi, ta vision du futur de ces véhicules électriques, ou vers quoi t'aimerais que ça converge. Alors, je pense que le véhicule électrique, de manière générale, pour monsieur et madame tout le monde, je pense qu'il est pertinent. Oui. On parlait du côté économique, c'est quelque chose qui est vraiment plus pertinent pour tout le monde en réalité. Tout le monde qui fait sa route de tous les jours, du moment que l'autonomie est suffisante, ou que la recharge est assez rapide, si on est capable de faire une recharge comme pour un plein d'essence, ou alors si on a l'autonomie nécessaire pour faire 1000 km aller-retour, voilà, c'est pas un problème. Mais il y a ce développement technique qui est à faire derrière, et je pense que c'est des choses qui vont arriver par la suite, mais on a besoin de garder ce côté de carburant fossile pour les véhicules de passion. Je vois personnellement pas l'intérêt de mettre des V6 en Formule 1
hybride ou pas d'ailleurs, hein, mais même si hybride ça fait du sens, mais typiquement mettre un V8, un V10 ou un V12, donc des moteurs qui expriment beaucoup plus de passion en sport automobile, parce que le sport automobile c'est de la passion. Demain tu mets un véhicule 4 cylindres en automobile, bon après je te parle pas du DTM ou des séries au Japon, mais vraiment c'est quelque chose qui crée de la passion, et c'est peut paraître bête à dire et peut-être qu'on est un peu arriéré sur certaines idées, mais la motorisation, en fait, le nombre de cylindres qu'on a dans un véhicule, ça joue énormément sur le bruit qui est produit et sur l'émotion que ça renvoie. C'est quelque chose qu'on peut vivre qu'en direct, hein, en le voyant dans une vidéo, c'est pas assez représentatif. Oui. Même s'il y a ce petit côté, hein, tu écoutes une Pagani ou RAR avec un V12 qui crie comme jamais, tu l'entends dans la vidéo et ça fait extrêmement plaisir d'entendre ça. C'est plus sympa que d'entendre le bruit d'une Mégane diesel, tu vois, c'est pas pareil. Donc, en gros, de ce que je comprends, c'est pour des véhicules qui ne produisent pas de passion ou d'intérêt. C'est ça. En fait, les remplacer par des véhicules électriques. C'est ça, exactement. Et par contre, la petite minorité qui intéressera pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui, l'automobile, ça leur va très bien l'électrique. Mais pour la petite minorité pour qui c'est un hobby, c'est une passion telle que nous, alors garder la partie thermique. C'est ça, exactement. Et pourquoi pas, moi je complète cet avis en évoquant le mien. J'ai la même vision que toi, et même pour aller, si on peut aller encore plus loin, c'est pour être le plus écologique possible, alors remplacer, donc pour la minorité de véhicules qui restent donc thermiques passionnés, remplacer l'essence et le diesel qui polluent par un carburant propre, et ça existe, c'est juste ça se développe pas dans les véhicules de tous les jours. Et même ça va être taxé bientôt sur le superéthanol. Ah ouais. Enfin, bref, un carburant propre. Ok, d'accord. Un véhicule thermique, ok, mais au moins il fonctionne avec une énergie propre. C'est ça. Mettre en place ces énergies propres qui existent déjà, mais ça reste une minorité. Hein. On a les moteurs qui sont flex fuel proposés par Ford, par exemple, d'usine. C'est des véhicules qui existent. On prend également typiquement une hypercar qui existe dans le monde d'aujourd'hui, même de toutes les hypercars de cette marque-là finalement, les Koenigsegg, donc c'est une marque avec des petites séries. Tous les véhicules fonctionnent avec plus de puissance, avec un carburant durable. Éthanol. Alors qu'avec le carburant qu'on trouve classiquement à la pompe du samplon 95 ou 98, il fonctionne pas aussi bien. Ouais, donc optimisation pour ce type de carburant. C'est ça, en fait, meilleur rendement. De donner cette... même utiliser des carburants propres, c'est une bonne idée aussi. L'environnement, c'est quand même quelque chose de lequel il faut se soucier, parce que voilà, on voit le monde de demain, on voit comment il est, même si, bon, nous, on sait derrière, et je pense que tu auras compris après avoir regardé... tout l'ensemble de cette vidéo, c'est que ça reste quelque chose de politique malgré tout, mais il y a quand même cet intérêt de se dire, quand tu marches dans la rue, t'as pas envie de sentir un diesel qui crache sa race et qui ça te donne des nausées presque. Même moi en tant que passionné, ça m'énerve. Quand je vois un véhicule diesel qui fume noir comme pas possible, là tu vois toute la pollution s'envoler, tu fais oh là là. Tu actives tout de suite ton recyclage d'air dans l'habitacle pour éviter de sentir la mort, de manière du gaz finalement, où t'as pas envie de respirer ça. Et en fait, c'est aussi pareil dans le monde de tous les jours. C'est pour ça que ça fait sens pour les monsieur et madame tout le monde d'avoir un véhicule électrique. Ça. Ils se sentent plus propres dans leurs actions du quotidien. C'est ça. Après, c'est une question de conscience. Exactement. Pareil, on revient sur l'éthique aussi. Il y a ce côté production des véhicules électriques, mais c'est comme tout en réalité. Hein. Ça va évoluer avec son temps, que ce soit sur le côté technique ou sur le côté production. Mais quoi qu'il en soit... sacré ici. Hein. Ouais, sacré fort. C'est le voisinage. Et quoi qu'il en soit... voilà, on a ce décalage qui doit être créé, qui va être créé d'ailleurs. En tout cas, c'est notre avis sur cette question. Et je pense que la plupart des passionnés automobiles de la première heure, donc qui aiment le vroom vroom, le bruit, l'odeur de l'essence, ils seront de notre avis. Je sais pas si toi tu l'es aussi. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Quoi qu'il en soit, excusez-moi. Mais faut faire attention à tout ça, prendre en compte la totalité de l'image, encore une fois, vraiment, voir le monde dans son ensemble. Nous, c'est la vision qu'on essaie d'apporter aujourd'hui. On n'est pas juste une énième chaîne qui parle de véhicules comme ça. Nous, on va plus loin dans la réflexion. C'est ce qu'on propose aujourd'hui, et j'espère que c'est quelque chose que toi tu es capable d'apprécier. Ouais. J'espère que tu as appris des choses aujourd'hui. C'est ça, faut que tu apprennes.
Faut apprendre. Faut apprendre. Ouais. Et moi personnellement, et je sais que toi aussi c'est le cas, on aime partager ce qu'on sait, ce qu'on aime, et c'est à travers ce type de format qu'on va essayer de le faire à partir d'aujourd'hui. C'est ça. Donc encore une fois, Ouais. bienvenue à toi. C'était Daniel Matteo. C'est ça. La bise.